Donc, on est de retour à Entre Ville et Monde avec notre invité Stéphane Roche, professeur titulaire de sciences géomatiques à l'Université Laval et qui nous parle du projet Urbi-GES. Et avant la pause, on avait des questions. On était en train de répondre à des questions. Oui. On était bon, hein, je pense. Oui, on vous s'en êtes- sortait, Entre là. deux, on Oh, l'a, ouais. je pense. Oui. Vous auriez passé l'examen, je pense. C'est bon. Ah, c'est bon. Vous allez pas être recalé, pas tout de suite. On continue Mais il à y reste rester. deux questions qui ne sont pas les plus simples. Oh, Les premières étaient les plus simples, donc je ne veux pas On minimiser passe trop votre, vite, là. je veux Non, pas mais minimiser Miguel, votre après. réussite, mais donc l'avant-dernière question, c'est créer des villes où tous les services, donc épicerie, bibliothèque, etc., sont accessibles à pied ou à vélo en moins de 15 minutes est une façon de lutter contre la crise climatique. Ah, c'est sûr. Ben là, oui. Ouais, je suis d'accord. Oui. Ouais. On en parle souvent à l'émission. On est pro quand même choix, je dirais. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais d'offrir des alternatives Oui. à l'automobile. Puis des fois, j'ouvre une parenthèse, mais des fois, on investit dans le transport en commun, puis les automobilistes voient comme un recul l'automobile ou se mettent un peu sur la défensive, alors que souvent, puis on le voit statistiquement, c'est d'offrir des alternatives qu'il Absolument. faut faire. Hein. Absolument. Oui, non, je pense Ouais. que c'est ça l'idéal. Et puis en plus, offrir des alternatives. Puis on sait que il faut que les alternatives, elles existent pas seulement, comment dire, tu sais, je vais donner un exemple. Là, une famille peut avoir le lundi besoin absolument de se déplacer en voiture parce que les contraintes font que il faut emmener tel enfant à tel endroit. Puis le mardi, peut-être pas. Puis à ce Mhm. moment-là, le bus peut convenir. Et, Ouais. et je pense que l'important, ce serait d'avoir ce choix en fonction des besoins, puis d'adapter les modalités de mobilité en fonction des besoins, plutôt que de se dire c'est la voiture parce qu'on l'a et donc on la prend tout le temps, y compris pour faire des très courtes... Puis la même chose, l'inverse, ce serait pas mieux de dire c'est le transport en commun parce que tu as un tramway devant chez vous. Des fois, tu peux avoir tu peux avoir d'une besoin. voiture. Là. En fait, je pense que un c'est... bouquet, je pense que c'est comme ça qu'ils Oui, appellent oui. ça, un bouquet Oui. de transport. Là. Oui, puis je pense qu'au fond, c'est moins le véhicule automobile en tant que tel qui est un vrai problème, plutôt que la quantité de véhicules automobiles. Donc là, ça ramène à c'est peut-être d'autres formes d'utilisation que la propriété individuelle. Tu sais, je vois dans ma rue, moi, devant toutes les maisons, il y a 2 véhicules, puis il y en a qui roulent pas de la semaine. Tu sais, Donc, est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de véhicules? Sans doute pas. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un nouveau rapport à l'utilisation de l'automobile? Sans doute. Peut-être que... Ouais. Mais dernière question. Dernière question. Les experts estiment que la décennie actuelle est la plus chaude que la Terre ait connue depuis 100 000 ans. Vrai ou faux? Oh, 100 000 ans, j'ai pas 100 vécu 000, ça. je pense pas. Je pense que ça va trop loin. Mais moi, je veux dire oui, parce que c'est sur les changements Ouais, climatiques. ça, c'est là. une question difficile. Mais non, il y a eu des périodes 100 000 ans. Oui, c'est ça, parce que là, 100 000 ans, on n'est pas aux dinosaures encore. Hein. C'est moins que ça. Là, C'est moins que ça, 100 000 mais... ans, là. Et, Ah. OK, c'est quoi la réponse? Je suis curieux. C'est vrai. C'est vrai. Hein? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est le plus c'est chaud la plus depuis chaude. 100 000 ans. Depuis 100 000 ans. Oui. Wow. OK, donc Impressionnant. c'est pas juste cyclique. Là. Il y en a qui disent ça des fois. Là, Non, mais en fait... ça bouge vite là, pour être cyclique. Là. Oui, c'est ça. Non, on sait que c'est toujours les arguments de dire que le climat a évolué. Évidemment, le climat a évolué, puis il y a eu des périodes de glaciation, puis il y a eu des périodes de réchauffement. Mais là, c'est davantage la rapidité et l'intensité Ouais. et les causes qui sont à discuter. Mais bon. Enfin, qui ne sont pas à discuter, mais qui sont... Il faut informer les gens. Là. Comme David, c'est pas à cause des volcans. Là, C'est ça, par Ouais, exemple. OK. Ça là, oui. J'ai appris quelque chose, merci. Mais je vois dans votre projet la Ville de Québec est un partenaire. Absolument. Qu'est-ce que une ville comme Québec, ou la ville spécifiquement de Québec, peut faire pour faciliter ses choix vers les comportements moins, c'est quoi le terme que vous utilisez, plus sobres en carbone? En fait, il y a plein de choses non seulement il y a plein de choses qui peuvent être faites, mais il y a plein de choses qui vont devoir être faites parce que toutes les villes, les municipalités, en fait, depuis 2023, il y a une initiative qui a été lancée par le gouvernement du Québec qui invite toutes les municipalités du Québec à déployer ce qu'on appelle un plan climat. OK.
Et puis, qu'est-ce que ça va être ces plans? D'ici 2026, donc, les municipalités vont devoir se doter d'un plan climat. C'est quoi le plan climat, grosso modo, là? Ça va être un genre d'outil qui, basé sur un diagnostic, une évaluation de l'empreinte, va devoir proposer et prioriser une série de mesures d'adaptation et une série de mesures d'atténuation. OK. Pouvez-vous nous expliquer un peu les deux termes? Oui. Alors, là, on est dans l'action climatique. Alors, l'adaptation, c'est, grosso modo, comment on s'organise pour adapter nos infrastructures, nos services à la réalité climatique actuelle et pour faire en sorte que ces services et ces infrastructures soient résilientes dans le cadre des changements climatiques. Donc, par exemple, je vais donner un exemple très, très simple, mais dans des zones inondables, comment on s'organise pour construire des maisons, ou pas construire si on peut ne pas le faire, mais si on doit absolument construire, comment on construit des maisons qui vont être résilientes ou des infrastructures et qui vont être capables de survivre malgré un épisode. Bon. Donc ça, c'est de l'adaptation, on s'adapte. Et de ne pas mettre de services essentiels aussi. Par exemple. Par exemple. Non, mais c'est pas partout qu'ils y pensent. Là. Des Absolument. fois, il y a des hôpitaux qui sont dans des zones très à risque. Là. Absolument. On l'oublie. Ouais. Donc c'est tout ça. Et puis dans des zones sismiques, par exemple, nous, au Québec, on est un peu moins touchés, mais par exemple, le Japon, après le tsunami, a revu toutes ses infrastructures, a reconstruit avec des normes différentes, a construit avec régulièrement des points hauts, dans des endroits dans lesquels la population pourra se réfugier si jamais il y a un nouveau tsunami, etc. Donc ça, c'est de l'adaptation. Puis l'atténuation, on est plutôt là sur les mesures qui visent à diminuer les émissions de gaz à effet de serre, de carbone, mais de gaz à effet de serre en général. Donc, c'est davantage le projet Urbi-GES, de se dire comment on change nos comportements de façon à émettre moins de gaz à effet de serre et donc diminuer notre impact sur les changements climatiques. Puis c'est vraiment une articulation entre les deux qu'il faut trouver, parce que oui, il faut s'adapter, parce qu'il y a des réalités qui sont là. Prenez l'exemple de Baie-Saint-Paul. Baie-Saint-Paul qui a connu des grandes inondations il y a 3 ans, je crois, pendant l'été. Là, ils sont dans l'adaptation parce qu'il y a des maisons qui continuent à être là. Et puis, il va falloir, si ça se reproduit, il faut que les gens soient en sécurité et ils puissent être résilients. Donc là, il y a de l'adaptation. Mais il faut aussi continuer à travailler à l'atténuation parce que si on ne se préoccupe pas de notre empreinte et des émissions, on va essayer de s'adapter, mais ça va être la course en permanence contre des changements qui vont s'accélérer. Puis il y a un moment où on ne sera plus capable de s'adapter du tout. Est-ce que je comprends que vous dites que les villes, les municipalités, les MRC ont un rôle clé à jouer? Elles ont un rôle clé à jouer sur plein d'aspects. Regarde, on parle des inondations. C'est clair que même dans la ville de Québec, là, on le sait qu'il y a des zones dans la ville de Québec qui sont en zone inondable, qui sont plus sensibles, plus fragiles. Donc là, il y a des actions à mener sur les infrastructures, sur leur résilience, en termes de pollution, par exemple, également, de qualité de l'air. On sait qu'il y a des enjeux dans des quartiers comme Limoilou. Je ne sais pas si vous aviez vu ça, mais il y a, 6 ans, 7 ans de ça, il y a une étude qui avait été reprise à l'échelle de la Ville de Québec, alors que la Ville de Québec proposait un projet dans un grand concours fédéral sur les villes intelligentes et qui portait sur la santé durable. Et ce qui avait été mis en avant, c'est qu'entre la haute ville et la basse ville, je crois qu'il y avait une différence d'espérance de vie de 8 ans. Eh mon Dieu, c'est énorme. À Québec. 8 ans. À Québec. C'est majeur. Et ça, c'est lié à tout un tas de facteurs, évidemment. C'est monter la côte, hein, c'est ça. Oui, ça doit être ça met en santé, ça, monter la côte. Oui, mais c'est ça. C'est qui parce que c'est pas dans ce sens-là. Non. Mais ils ont identifié le facteur, la qualité de l'air comme étant... Non, pas seulement. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. La qualité... D'abord, première chose, dans beaucoup de quartiers de la basse ville, c'est là où on retrouve des populations déjà plus fragiles. Oui. Et donc, populations plus fragiles qui ont plus d'enjeux en matière de santé, etc. Plus fragiles à des questions d'alimentation, de qualité de l'alimentation, etc. Et en plus, c'est vrai que la qualité de l'air est moins bonne. Globalement, la qualité du bâti est aussi moins bonne. Donc, c'est beaucoup
d'éléments qui concourent à... Wow. Mais qui montrent qu'il y a une... C'est surprenant. Non, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc c'est sûr qu'il faut se préoccuper de ces questions-là. Donc les villes, évidemment, sont les premiers, je dirais les premiers intervenants et les premières qui peuvent, villes ou municipalités, agir sur à la fois l'adaptation et l'atténuation. Atténuation, elles le font déjà beaucoup sur leurs propres activités, c'est-à-dire que la plupart des villes ont déjà posé des gestes pour diminuer leurs propres émissions, les émissions des activités corporatives, on va dire. Mais ce qui est compliqué, c'est plutôt ensuite d'aller voir qu'est-ce qu'on fait avec les émissions, justement. Alors, des entreprises aussi, il y a beaucoup de travail qui est fait, il y a des mesures qui peuvent être prises, les entreprises se mobilisent aussi beaucoup, mais il faut que les ménages puissent se mobiliser. Et puis, c'est dans ce cadre-là, justement, que UrbiGES essaie de voir comment les villes peuvent, par exemple, je ne sais pas moi, mais contribuer à aménager le territoire de façon à favoriser, favoriser les mobilités actives. Québec le fait déjà. On voit par exemple les pistes cyclables se sont beaucoup améliorées. Il y en a beaucoup plus. Le taux d'acceptabilité, je ne sais pas si il y a eu il n'y a pas très longtemps une enquête qui a été faite à la ville de Québec qui montre que l'utilisation des pistes cyclables a augmenté de façon très significative à Québec, y compris l'hiver. Donc, tout ça contribue évidemment à... Et on sait que ça prend des années avant d'avoir un impact aussi, mais c'est ça. Mais déjà, on le voit. Là. Mais c'est ça. Là, il y a un impact direct. À vélo fonctionne assez bien. Enfin, il y a plein de mesures qui peuvent être faites de ce type-là. Il y a évidemment le transport en commun. On espère un jour un tramway. En tout cas, ça va venir. C'est ça, une infrastructure de transport en commun digne de ce nom. Il y a certainement, sur le plan aussi des incitatifs qui peuvent être la politique urbaine, sur comment on favorise la construction ou l'installation des familles à tel ou tel endroit. Oui. Bon, tout ça, c'est dans la cour, j'allais dire, des villes et des municipalités. Donc, il y a beaucoup de leviers sur lesquels elles peuvent agir pour aider. Tout à l'heure, on a parlé des changements de comportement que les gens étaient plus prêts à faire. Mais il y en a d'autres que les gens sont très réticents à faire. Oui. Veux-tu nous en parler un peu? Tu sais, dans les questions qu'on a... Oui, absolument. Dans les questions qu'on a posées, je disais tout à l'heure que dans les grands postes très impactants, il y a les transports, mais il y a aussi toute la consommation. Et en particulier, la consommation, l'alimentation. L'alimentation, c'est un poste vraiment important. Et puis qui est pas si évident que ça pour monsieur et madame tout le monde. Là, on n'a pas... Le lien qu'on fait entre on mange un steak aujourd'hui et puis l'effet climatique que ce steak peut avoir, il n'est pas facile à mesurer. Ouais. Et pourtant, les analyses de cycle de vie, c'est comme ça qu'on appelle, là, quand on analyse l'impact environnemental de 100 grammes de viande rouge, c'est de 8 à 10 fois plus élevé que 100 grammes de viande de poulet, par exemple, au Québec. Wow. Donc, c'est beaucoup. 100 fois. J'ai bien compris. 10 fois. Il y a comme une question économique là-dedans, les externalités, si Absolument. On peut charger, comme taxer la surproduction de carbone. Oui, mais c'est aussi lié au mode au mode d'élevage, hein. La manière dont on va dire les bœufs sont élevés, très intensifs, avec de la nourriture qui est produite la plupart du temps sur de la forêt amazonienne brûlée au Brésil. Enfin, on est dans cette réalité-là. Ouais. Et ça, par exemple, très clairement, les questions qu'on a pu poser, la question qu'on a pu poser, est-ce que vous êtes prêt à diminuer votre consommation de viande rouge? À Québec et au Québec, là, c'est à peu près pareil. On est en dessous, dans les 20% et en dessous de 20% de réponses positives. Donc, par rapport, vous voyez, aux 78%, 80% de je suis prêt à composter ou où je le fais. Bon, on n'est pas dans la même... C'est très difficile en tant qu'individu. Et je me souviens, ça me rappelle d'un sondage qui a été fait, je pense à Copenhague, dans une ville où le parc modal du vélo est très haut, très élevé, un tiers ou quelque chose, 40% des déplacements qui sont faits à vélo. Quand ils font un sondage, pourquoi est-ce que le monde prend le vélo, c'est quasi inexistant
que quelqu'un va répondre pour des raisons environnementales. C'est toujours parce que c'est plus facile, je fais de l'exercice. Bon pour la santé. Exact. C'est toujours comme une question personnelle, c'est plate à dire, mais souvent individualistique, qui nous amène à faire ces choix. Oui, parce que l'environnement, c'est gros. À un moment donné, on ne pense pas qu'on a tant d'impact que ça aussi. Là. Exact. Puis ça, c'est la réalité aussi. Qu'est-ce que ça change si moi, je mange pas de viande rouge à soir? Est-ce que ça va avoir aucun impact, finalement? Oui, c'est aussi c'est la question, ça a un nom, je m'en souviens plus, mais il y a de ce concept-là évidemment, plus il y a de la distance entre une action qu'on réalise et puis l'impact de cette action, puis plus c'est difficile de l'intégrer comme une contrainte à laquelle on devrait répondre, parce que c'est un peu le loin des yeux, loin du cœur, là, mais c'est un peu ça, là, donc en caricaturant. Donc, c'est vrai que ça, c'est pas très facile. Ça n'a pas été mesuré exactement comme ça dans les enquêtes qu'on a fait, mais ça apparaît quand même d'une certaine manière sur... on a essayé de comprendre, par exemple, est-ce qu'il y a des corrélations entre le fait que les gens aient été directement impactés ou touchés par des événements associés au changement climatique. C'est intéressant. Et donc ça apparaît un peu, c'est-à-dire que on a posé ces questions. Avez-vous été directement ou indirectement impacté? Est-ce que c'était financier, ou est-ce que c'était de la perte matérielle, ou est-ce que c'était des enjeux de santé, etc. Donc on sent qu'il y a effectivement la tendance, elle est là. Il y a une corrélation entre je suis prêt à agir davantage si j'ai été touché. Oui. C'est ma propre expérience. C'est ça. Donc ça, c'est évidemment... c'est pas théorique. Là. Non, c'est ça. Les gens qui habitent dans la région de Montréal, là, qui ont été inondés 3 fois en 3 ans de suite, je pense qu'eux, ils réalisent qu'il y a quelque chose qui tourne pas tout à fait... alors que c'était pas jamais arrivé depuis qu'ils ont la maison, ou même des maisons qui étaient dans leur famille depuis... ça peut devenir une priorité alors qu'avant, c'était moins. Mais... Wow. Extrêmement intéressant, mais merci. Je pense que c'est tout le temps qu'on avait. Donc, on termine cette émission d'Entre Ville et Monde. C'était Sébastien et David au micro, Marcella à la technique. Merci à notre invité, Stéphane Roche, directeur de l'Institut en environnement, développement et société. Merci. Merci à vous deux. C'est vraiment agréable. Très intéressant. Puis merci à la librairie de nous avoir accueillis là. Ah oui, absolument. J'ai découvert un lieu assez fascinant. Là. On est dans un lieu magnifique pour l'enregistrement de cette émission. Et merci à vous pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez trouver notre balado sur le site de CKIA 88.3 FM. Nous avons un courriel et une page Facebook. Écrivez-nous, partagez vos commentaires et suggestions et au plaisir de vous revoir.